Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'intelligence artificielle dans l'industrie. Alors on est en mai 2024, il y a un an et demi j'avais déjà parlé de l'intelligence artificielle dans l'industrie, mais sous un angle un petit peu circonstanciel à l'époque qui était lié à la préparation d'un règlement européen sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui j'aimerais élargir la focale, définir un petit peu mieux ce qu'il y a derrière cette notion qui est un peu une notion de poupée gigogne. Il y a beaucoup de technologies qui sont derrière l'intelligence artificielle. Pour cela je vais m'appuyer sur la littérature la plus récente en matière d'économie industrielle. Je ne développerai pas tout parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et peut-être pour introduire le sujet, je me référerai à un prix Nobel d'économie qui s'appelle John Kenneth Galbraith, un hétérodoxe, quelqu'un d'un petit peu original, qui dans les années 70 avait souligné et développé l'idée selon laquelle la capacité à traiter et à utiliser des informations internes ou externes était absolument crucial pour des organisations quand elles sont dans un environnement changeant et avec de nombreux risques. Alors si on y réfléchit bien, dire ça dans les années 70, c'était quand même assez visionnaire, et c'est très pertinent pour les années 2020 parce que, et j'y reviendrai, la montée en puissance des risques logistiques ou géopolitiques ou financiers, elle est très forte depuis quelques années. L'intelligence artificielle dans l'industrie, c'est précisément la réponse à ces questions-là. C'est un moyen de gérer efficacement les incertitudes et d'améliorer la compétitivité. Alors au-delà des différentes technologies sur lesquelles je vais revenir, les capteurs sensoriels, l'Internet des objets, l'additive manufacturing, l'impression 3D, les jumeaux digitaux dans la chaîne logistique, quels sont les points communs entre ces différentes technologies qui concourent à faire l'intelligence artificielle dans l'industrie? Eh bien, ce sont des technologies qui emploient des données massives, c'est-à-dire en temps réel, qui viennent de sources très différentes, qui sont en quantité très importante, sous forme digitale évidemment, avec des puissances de calcul qui coûtent très très peu et qui sont de plus en plus puissantes, et des algorithmes auto-apprenants qui permettent en fait aux outils non seulement d'analyser, mais aussi de prédire et de préparer et d'aider à la prise de décision. Alors, sur ce transparent, en fait, vous voyez résumé, j'ai quand même pas mal transpiré sur cette slide, c'est un résumé de plusieurs articles d'économie industrielle récents, qui essaye de mettre un peu de l'ordre dans les concepts. Et donc l'intelligence artificielle dans l'industrie, c'est en gros 4 choses. Soit des technologies qui permettent de mieux détecter l'environnement, et là on pense par exemple à des technologies basées sur des capteurs sensoriels, sur la vision, de la reconnaissance par la vision, de la reconnaissance d'images, par exemple pour détecter des défauts de fabrication. L'analyse des données, j'y reviendrai plus longuement, c'est le royaume du machine learning, du deep learning, avec des analyses prescriptives et même des prévisions, et ça c'est un peu le royaume, j'y reviendrai, de la supply chain, de la chaîne logistique, tout ce qui touche à la collaboration au sein des entreprises et entre les entreprises avec les smart contracts, la blockchain, la reconnaissance vocale. Ça, c'est une troisième champ d'application de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Je ne développerai pas trop. Et puis après, vous avez l'automatisation des tâches avec la fabrication additive, l'impression 3D. J'y reviendrai puisque ça peut bouleverser les modes de fabrication et d'usinage. Alors sur cette autre slide, quels sont les effets de l'intelligence artificielle dans l'industrie? Elle peut permettre d'augmenter directement ses revenus, par exemple en optimisant l'utilisation de ses actifs de production. Je ne le développerai pas trop dans cette vidéo. La différenciation des produits, on arrive à la fois à conjuguer la production de masse et, pour parler en mauvais français, la customisation en fonction des besoins du client, ce qui permet d'avoir des produits qui permettent de coller aux demandes du client tout en bénéficiant des effets d'échelle de la production de masse. Je reviendrai davantage sur la réduction des coûts, notamment avec le passage à l'échelle industrielle d'une production qui utilise de l'impression 3D. Optimisation des risques, je vais y revenir avec les jumeaux digitaux dans la chaîne d'approvisionnement. Innovation, par exemple, avec l'imprimerie 3D, on peut en fait, et le machine learning, on peut en fait trouver beaucoup plus rapidement des alliages métalliques optimaux, alors qu'avant il fallait faire des tests. Et puis transformation des processus de production, j'y reviendrai encore, puisque l'intelligence artificielle peut modifier en profondeur les processus physiques de production. Alors j'en viens maintenant à 2 exemples un petit peu plus approfondis. Le premier, ce qu'on appelle les jumeaux numériques dans la chaîne d'approvisionnement logistique, et le deuxième, ce sera le passage à l'échelle industrielle de modes de production qui utilisent l'impression 3D au-delà du prototypage. Alors le jumeau numérique, Digital Twin en anglais, d'une chaîne logistique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, mais pas seulement, une visualisation numérique d'une chaîne logistique. Vos fournisseurs de rang 1, 2
ou 3. Alors souvenez-vous de la définition de Galbraith, hein, des informations internes ou externes. Il y a des entreprises d'intelligence économique qui peuvent vous donner des renseignements là-dessus. Et surtout, c'est une visualisation de la chaîne logistique qui est mise à jour en temps réel, puisqu'elle s'approvisionne de données auprès, par exemple, de capteurs sensoriels, de puces RFID, d'Internet des objets. Il y a des entreprises du secteur de l'énergie, par exemple, qui vendent des panneaux photovoltaïques, qui savent exactement, grâce à des puces RFID, où sont chacun des panneaux photovoltaïques qu'elles ont vendus dans le monde. Pour connaître en fait sa chaîne de distribution, c'est plutôt pratique. Et puis on ne s'arrête pas là, puisque la machine vous donne une analyse prédictive pour l'aide à la décision quand il y a des ruptures de chaînes logistiques d'approvisionnement. Donc à la fois des données massives, des algorithmes auto-apprenants qui vous permettent en fait de faire face à des ruptures d'approvisionnement ou à des incidents qui n'étaient pas forcément prévus. En fait, les jumeaux digitaux, ça reflète l'idée que nos chaînes logistiques, dans les décennies passées, elles ont été plutôt conçues dans des contextes relativement stables, avec des planifications à relativement long terme, et puis des structures finalement relativement rigides. Et c'est ce qui permettait de faire du just-in-time. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus changé de logique. On est plutôt dans le just-in-case. On a eu des ruptures d'approvisionnement. Souvenez-vous, par exemple, de ce qui s'est passé en Ukraine et des ruptures d'approvisionnement dans le secteur de l'automobile. Rupture d'approvisionnement suite à la fermeture des ports en Chine en semi-conducteurs, rupture d'approvisionnement quand on a eu un porte-conteneurs qui s'est mis en travers du canal de Suez et qui a freiné tout le transport maritime international. Sur ce schéma, vous voyez un peu, en gros, à quoi ressemblait une chaîne logistique dans le passé à gauche, et aujourd'hui, à droite, ben voilà, vous avez des fournisseurs ou des ports ou des intervenants qui disparaissent plus ou moins longtemps à la chaîne logistique. Et ce schéma-là, en fait, c'est un schéma de réseau neuronal, et le réseau neuronal, c'est une des formes de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et donc, c'est là que aujourd'hui s'appliquent de plus en plus rapidement les schémas d'intelligence artificielle à la chaîne logistique. Alors, concrètement, et là, on peut regarder cela sur ce transparent-là, qu'est-ce que c'est qu'un jumeau digital? Ben, comme vous le voyez, ça démarre par une cartographie, en fait, en amont et en aval de votre chaîne logistique, et puis ensuite, il identifie les conséquences d'une rupture de la chaîne, c'est la map monde en gris sur le transparent, des ruptures de la chaîne d'approvisionnement, il calcule les conséquences sur votre niveau de stock, sur votre taux de rotation de stock, sur vos besoins en fonds de roulement, sur votre excédent d'exploitation, ça c'est les petits graphiques en haut à droite, et à partir de ça, il calcule, il vous propose des scénarios optimaux pour essayer de surmonter cette rupture d'approvisionnement et pouvoir être résilient en amont. Exemple numéro 2, le passage à l'échelle de l'impression 3D. Donc l'impression 3D, c'est une fabrication additive où on ajoute de la matière, alors qu'avant, avec le moulage, le chaudronnage, l'usinage, la soudure, on était plutôt en train de retirer de la matière. On sait bien que l'impression 3D, ça permet un prototypage rapide. La question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'impression 3D pour produire des volumes importants, j'ai bien dit des volumes importants, de pièces complexes. Alors, par exemple, si on regarde sur ce transparent avec la photo, ce joli objet, en fait, c'est un embout de tuyère, donc c'est utilisé par un aviateur dans tout ce qui est moteur et injection de carburant. En fait, dans le passé, pour fabriquer cet objet-là, il fallait à peu près une vingtaine de tâches entre le moulage, le chaudronnage, la soudure, une vingtaine de tâches avec en fait, autant d'équipes dédiées qui optimisaient leur matière, qui optimisaient parfois leurs fournisseurs. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, en l'occurrence l'impression 3D, permet d'être plus compétitif? La réponse est probablement oui, mais il faut regarder au cas par cas. En tout cas, cet avionneur qui a fabriqué cette pièce-là par Additive Manufacturing, il a permis de produire une pièce 30% moins chère et 25% plus léger. Quand on est dans l'aéronautique, 25% plus léger, 30% moins cher, c'est intéressant. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'il y a des implications d'organisation de l'usine qui sont très profondes, en tout cas qui peuvent être très profondes, parce que là, vous remplacez en fait des ateliers, des équipes un petit peu silotées, le cas échéant, pour créer une pièce, en une ou deux équipes en intelligence artificielle qui vont foutre tout en un coup. Et donc, si vous touchez au mode de fabrication de la pièce, ipso facto, vous touchez, et parfois très en profondeur, l'organigramme de vos unités opérationnelles de production. Et ça aussi, c'est à prendre en compte quand on bascule dans l'impression 3D. Il faut pouvoir, je dirais, amortir ce coût-là organisationnel sur des volumes assez importants. Alors, en conclusion, ce qu'on peut garder en tête, c'est que l'intelligence artificielle, elle a toujours trait à un traitement de l'information et des données, de données massives, de données en temps réel,
Elle implique presque toujours un bouquet de technologies, c'est vraiment un concept chapeau, l'Internet des objets, les capteurs sensoriels, le machine learning, le deep learning, l'additive manufacturing. C'est un outil de gestion des risques, surtout pour la chaîne logistique, c'est là où ça se développe le plus rapidement aujourd'hui. Il y a un potentiel d'amélioration de la compétitivité qui peut être très important, jusqu'à 30%, mais là encore, il faut voir au cas par cas en fonction des volumes de production. Il peut y avoir des implications organisationnelles très profondes. Et puis peut-être pour terminer, on voit dans l'intelligence artificielle l'application du fait que les data deviennent de plus en plus au cœur du business model de l'industrie. Et ça, c'est vraiment nouveau. En termes de RH, ça a des implications. En termes de cybersécurité aussi, ça a des implications. Aujourd'hui, le cœur des business models de l'industrie, il va être de plus en plus lié à la data. Il va falloir avoir des gens qui gèrent cela. Il va falloir avoir des gens qui protègent ces données-là.